Ce que je trouvais le plus difficile dans les premières semaines de mon rétablissement furent mon manque de concentration et le sentiment constant que je n'étais plus moi-même, ce qui avait un grand impact négatif sur ma confiance en moi. Je me sentais totalement dépendante de Gerhard et j'avais l'impression que je ne retrouverais jamais mon identité propre. Je ne sortais jamais sans lui et il était hors de question pour moi que je conduise. Je me sentais beaucoup trop insécure et je me disais qu'il était plus prudent d'attendre que ma concentration revienne dans la normale. Nous revîmes rapidement Dr. Saïd pour une visite de suivi. J'étais contente de le revoir. J'avais besoin de rassurance et d'encouragement. Il le savait et c'est pourquoi il prit le temps de me parler de gens célèbres qui vivaient avec le trouble bipolaire et qui s'en sortaient très bien. Il croyait vraiment que j'allais prendre du mieux et que ma condition ne m'empêcherait pas de vivre une vie normale. Il nous avertit toutefois de l'éventualité d'un épisode prochain de dépression. Il nous expliqua que c'est souvent ce qui se produisait dans les mois suivant un épisode de manie. Il nous mit au courant des symptômes à surveiller, mais nous dit aussi qu'il était possible que j'évite tout cela. Il nous rassura qu'il continuerait d'assurer un suivi auprès de moi. Nous eûmes ensuite notre dernier rendez-vous à la clinique de sage-femme. Marzi fut celle qui s'occupa de nous. Je me sentais un peu triste à l'idée de ne plus revoir mon équipe de sages-femmes. Elle s'était si bien occupée de nous. Sans elle, et surtout sans Holly, je n'aurais pas obtenu les soins psychologiques dont j'avais vraiment besoin. Avant de partir, nous prîmes une photo avec Marzi et nous lui remîmes une carte de remerciement. Comme nous voulions absolument revoir Holly une dernière fois, nous prîmes les informations nécessaires pour aller la voir à l'autre clinique où elle travaillait. Quand nous la vîmes, nous la remerciâmes aussi avec une carte. Cela lui fit grandement plaisir et elle prit le temps de nous dire que nous avions été ses meilleurs clients. Elle avait vraiment apprécié la relation qui s'était établie entre nous. C'était réciproque et c'est avec le cœur gros que nous lui fîmes nos au revoir. Dans cette même période de temps, nous rencontrâmes une dernière fois la travailleuse sociale. Je lui partageai mon appréhension du futur qui était incertain pour moi. Et si mon diagnostic me suivait jusqu'à la fin de mes jours? Elle m'écouta avec empathie, tout en me faisant ensuite réaliser que le soutien dont j'avais besoin était présent dans ma vie, en faisant référence à Gerhard et à Dr. Saïd. Je pouvais avoir confiance en eux. Elle me dit qu'elle avait essayé de trouver un groupe de support postpartum pour moi, mais que ses recherches avaient été vaines. Ceux qu'elle connaissait s'adressaient principalement aux femmes vivant une dépression du postpartum. Mon expérience étant bien différente, elle croyait que je n'y retrouverais pas l'appui dont je souhaitais, que je ne pourrais pas m'identifier à leur situation. Elle me dit toutefois qu'elle continuerait de faire des recherches et qu'elle nous tiendrait au courant si elle trouvait un groupe qui pourrait me convenir. Nous n'eûmes plus de nouvelles de sa part après cette rencontre. J'assumai que ces recherches furent vaines, car je regardais moi-même en ligne pour trouver un groupe de rencontres, et le seul que je pus trouver s'adressait aux personnes vivant avec le trouble bipolaire et se situait plutôt loin de chez nous. Rien ne semblait exister pour les mamans comme moi. Bien que je susse que mon diagnostic n'était pas commun, j'espérais quand même trouver d'autres mamans qui avaient vécu la même expérience. J'eus l'impression d'être une exception, et je gardai celle-ci pendant longtemps. Un après-midi que Gerhard voulut aller au centre de conditionnement physique, je l'accompagnai afin de ne pas rester seule avec Elliot à notre appartement. Puisque cela se trouvait dans un grand centre commercial, Gerhard me suggéra d'aller marcher dans celui-ci pendant son entraînement. Bien que je me sentisse mieux cette journée-là, cette suggestion ne m'enchanta guère, puisque je ressentais encore un peu d'insécurité à l'idée de me retrouver seule avec Elliot. Mais j'acceptai, en me disant que ce ne serait que pour une heure et qu'au besoin, je pourrais aller le rejoindre. Je laissai donc Gerhard pour aller promener Elliot, qui dormait dans sa poussette. J'en profitai pour aller à la pharmacie et acheter quelques produits dont nous avions besoin.
Pendant que je faisais la file pour payer à la caisse, Elliot se réveilla et commença à pleurer à plein poumon. Je peux dire que comparé aux pleurs des autres bébés, ceux d'Elliot étaient particulièrement stridents. Je n'arrivais pas à le consoler et la panique me prit. J'eus l'impression que tout le monde me regardait. Quand mon tour de payer arriva, je m'adressai en balbutiant à la caissière, lui demandant si je pouvais mettre de côté les produits que je voulais acheter et revenir plus tard pour les payer. Elle accepta et je me dépêchai de déposer le tout sur le comptoir pour sortir à la hâte de la pharmacie. J'étais affolée. Je savais qu'Elliot avait faim, mais je ne voyais pas où je pouvais l'allaiter sans avoir à me rendre au centre de conditionnement physique, qui était à l'autre bout du centre commercial. Puis me vint l'idée de me rendre à la boutique Tim Maternity, qui était tout proche. La vendeuse me reconnaîtrait sûrement. Ce fut le cas, et très aimablement, elle m'offrit de m'installer dans une salle d'essayage pour allaiter Elliot. Je lui fus grandement reconnaissante. Aussitôt que ce dernier commença à boire et que ses pleurs arrêtèrent, je pus reprendre mes esprits. Mais je détestais cette vague de panique qui s'était emparée de moi. Je me sentais totalement à la merci de mes craintes, qui, de toute évidence, devaient être anormalement amplifiées. Encore une fois, j'étais impuissante face au tour que me jouait mon cerveau, et je ne pus qu'espérer que cela prenne fin bientôt. Quand le boire d'Elliot fut terminé, je discutai un peu avec la vendeuse, la remerciant de sa gentillesse. Elliot s'étant calmé et ma panique s'étant dissipée, je me sentis prête à retourner à la pharmacie pour payer les produits que j'avais laissés à la caissière. Je rejoins ensuite Gerhardt à la sortie du centre de conditionnement physique, soulagée de retrouver à nouveau sa compagnie. À la suite de cette mauvaise expérience, et sachant que l'exercice régulier était bénéfique pour la santé mentale, nous décidâmes de m'inscrire au même centre de conditionnement physique que Gerhardt, afin que je puisse faire de l'exercice en même temps que lui. Nous nous rendîmes donc ensemble à ce dernier. Je me sentais particulièrement vulnérable cette journée-là, et ma concentration était à son minimum. J'avais le sentiment que ma maladie mentale était la première chose que les gens voyaient en me regardant. J'étais insécure, et je laissais Gerhardt prendre la parole pour moi. En attendant que quelqu'un s'occupe de nous pour faire mon inscription, nous rencontrâmes un ami qui avait été mis au courant de ma situation, mais que nous n'avions pas revu depuis ma sortie de l'hôpital. Il nous fit l'accolade, et les larmes coulèrent aussitôt sur mes joues. Je remarquai son empathie envers moi. Gerhardt lui donna plus de détails sur ma situation et il l'écouta avec attention. Ses paroles envers nous furent encourageantes et cela me fit du bien. Après cette conversation, un instructeur se rendit disponible pour moi. Il m'invita à le suivre dans son bureau pour procéder à mon inscription. Constatant ma nervosité, Gerhardt lui expliqua les grandes lignes de ma condition, lui mentionnant entre autres que ma concentration était affectée. L'instructeur comprit et se montra très sympathique envers moi. Gerhardt me laissa avec lui et Elliot qui dormait pour aller commencer son entraînement. J'eus du mal à comprendre les questions d'anglais de l'instructeur, ce qui fait que je dus plus d'une fois lui demander de répéter. Il se montra très patient à mon égard. Il m'indiqua ensuite les sections que je devais remplir moi-même sur le formulaire et quitta le bureau pendant que je les complétais. Je me sentis agitée, laissée à moi-même devant cette tâche qui, somme toute, devait être des plus élémentaires pour le commun des mortels qui savait lire. Quoi de plus simple que d'inscrire mes coordonnées personnelles et répondre à des questions portant sur ma condition physique? Or, ce fut un exercice grandiose pour mon cerveau. J'eus l'impression d'être emportée dans une autre dimension, où les mots se moquaient de moi, dansant devant mes yeux sans que je puisse rapidement les saisir et leur donner du sens. Je relisais les questions à répétition, et je me rendis vite compte que ma mémoire me faisait défaut. Une tâche aussi simple que celle d'écrire mon adresse et mon numéro de téléphone fut un défi pour moi. J'avais le cœur qui battait la chamade, et mes doigts tremblèrent à la recherche de mes cartes d'identité. Heureusement, ces dernières me furent utiles pour compléter le tout. Quand l'instructeur fut de retour, il vérifia le formulaire, puis voyant que c'était complet,
invita Gerhard à nous rejoindre pour procéder au paiement de mon inscription. Une fois terminé, je pus commencer mon entraînement avec Gerhard. L'exercice me fit du bien, et ce fut relativement facile de m'entraîner en même temps que Gerhard, puisque nous profitions du sommeil d'Elliot pour le faire. Si ce dernier se réveillait, j'allais m'asseoir au vestiaire pour l'allaiter, et je poursuivais ensuite mon entraînement pendant que Gerhard s'en occupait. M'étant déjà entraîné pendant plusieurs années auparavant, je me sentis à l'aise d'explorer l'endroit et d'utiliser les machines à ma guise. Ce fut un stress de moins à gérer. À la fin du mois d'octobre, environ 2 semaines après le départ de ma famille, nous décidâmes d'aller faire un tour à Québec pour visiter mes parents et mes amis. Je ressentais le besoin de m'entourer de mes proches. Pendant le trajet en voiture et lorsqu'Elliot dormait, je me tins occupée en rédigeant un discours que j'avais l'intention de prononcer dans les prochaines semaines à mon club de Toastmaster. Un club qui permet de développer des habiletés dans l'art oratoire. Nous y étions allés chaque semaine durant ma grossesse et à une reprise après la naissance d'Elliot pour le présenter au groupe. À la suite de mon hospitalisation, nous n'y étions pas retournés, mais j'éprouvais le désir de partager mon histoire récente à ce groupe. J'étais inspirée et la rédaction de mon texte se fit sans trop de difficultés. J'avais alors les idées claires, me sentant très motivée par ce projet. C'était peut-être encore des restes de manie qui avaient des effets sur moi, mais aussi un sentiment de mission d'informer et de sensibiliser mon entourage sur mon trouble de l'humeur du postpartum. Gerhard remarqua mon enthousiasme et s'assura toutefois qu'il ne devint pas excessif. La visite chez mes parents me fut bénéfique. Cela m'a permis de me reposer et de les laisser prendre soin de moi et d'Elliot. J'appréciai aussi les visites chez mes amis qui se montrèrent empathiques envers moi. Ils me traitèrent avec grand respect et je fus rassurée que ma maladie mentale ne créa pas un malaise entre nous. Bien que je ne me sentisse pas encore tout à fait moi-même, cela me fit du bien de me retrouver dans un contexte normal de relation avec eux. Peu de temps après notre retour de Québec, la sœur de Gerhard vint nous rendre visite pour une semaine. Son intention fut de venir nous apporter du support pour faciliter mon rétablissement. Son aide fut grandement appréciée. Elle s'occupa des repas, du nettoyage et d'Elliot aux besoins pour me permettre de me reposer le plus possible. Elle nous proposa même un soir de le garder pour que nous puissions aller au centre de conditionnement physique. Je m'assurai de l'allaiter avant de partir. Je savais que nous devions être de retour dans 2 heures pour son prochain boire. Je me sentis un peu nerveuse de partir sans lui. Ça faisait tellement bizarre de quitter la maison seule avec Gerhard. Mais je faisais confiance à ma belle-sœur et ce temps seul sans lui nous fit du bien. J'étais restée en contact avec mon amie qui était venue me visiter à l'hôpital avec son mari. Elle venait de se joindre à un groupe de jeunes mamans, Mommy and Me, qui se réunissait dans le gymnase d'une église de notre communauté. Elle m'invita donc à l'accompagner. Cela me changerait les idées et me permettrait de faire de nouvelles connaissances. J'acceptai avec joie. Comme j'avais finalement recommencé à conduire, nous nous donnâmes rendez-vous pour la prochaine rencontre du groupe. Ce fut une belle expérience pour moi. La jeune femme en charge de ce groupe était tout à fait charmante. Des collations gratuites étaient à notre disposition, en plus d'une panoplie de jouets pour les bébés et les enfants plus grands. Je me présentai et me sentis bien accueillie par chaque mère avec qui j'entretins une conversation. Quelques-unes d'entre elles m'invitèrent également à me joindre à un autre groupe de mamans qui se rencontraient sur une base régulière dans les maisons des membres. Il s'agissait de m'inscrire en ligne sur le site Meetup. C'est ce que je fis sans hésitation. Plusieurs mamans du groupe Mommy and Me participaient également à ce groupe et cela me permit de me sentir rapidement à l'aise avec elles. Nous discutions grandement au sujet de nos bébés et de notre expérience de la maternité en général, soit de nos joies et aussi de nos défis. Un sentiment de communauté grandissait entre nous, même si nous ne nous connaissions que depuis peu de temps. Je me sentis rapidement à l'aise de partager ma récente épreuve
et leur réaction fut empreinte d'empathie et de curiosité. Aucun jugement ne fut porté à mon égard. Je me sentis émotionnellement en sécurité avec mes nouvelles amies, et je peux dire que ces rencontres furent un élément très positif dans mon rétablissement. Je ne ratais aucun rendez-vous, et le temps ensemble passait toujours trop vite à mon goût. Un mois et demi après ma sortie de l'hôpital, je performais mon discours à notre club de Toastmasters. Je m'étais accordé environ un mois pour rédiger et peaufiner celui-ci. J'y avais inclus mon diagnostic, une partie des écrits que j'avais rédigés lors de mon hospitalisation, des informations au sujet des symptômes du trouble bipolaire, comment je faisais face à ma nouvelle réalité, et ma croyance de l'importance d'en parler ouvertement pour obtenir du support et créer une communauté d'entraide. Je terminais le tout avec une note d'espoir. Gerhard fit partie de l'audience avec Elliot. Je prononçai mon discours avec grande conviction et authenticité. Cela toucha profondément mon auditoire, qui me fit une ovation debout quand celui-ci prit fin. L'homme qui s'adressa ensuite à tous pour faire part de son évaluation de ma prestation mentionna que mon discours était le meilleur qu'il avait entendu dans sa catégorie. À la fin de la rencontre, plusieurs membres vinrent me féliciter et me dire que j'étais courageuse de m'être ouverte de la sorte. Une femme plus âgée que moi me confia qu'elle avait aussi reçu un diagnostic de trouble bipolaire plusieurs années auparavant et qu'elle vivait bien malgré celui-ci. Je pouvais effectivement croire qu'il y avait de l'espoir.